Mathieu Bastaro, bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps pour cet entretien, La Voix des légendes. On est ensemble pour une vingtaine de minutes et pour revenir sur un parcours très atypique du rugby français. Donc, toi, tu es né en 1988. Tu as 54 sélections en équipe de France, des titres de champion d'Europe et de champion de France, on y reviendra. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de repartir à la source et à ton premier contact avec le rugby au club de Créteil, je crois. Ouais, c'est ça. Bonjour, bonjour Philippe. Ouais, ouais, j'ai commencé, j'avais 5 ans, 5 ans et demi à Créteil. Et bon, en fait, ça s'est fait parce que j'avais fait une initiation au centre aéré et ça m'avait bien plu. La personne qui avait fait l'initiation, elle dit, ben écoute, si tu veux faire du rugby, vois avec tes parents. Donc j'en avais parlé à ma mère. Et il s'avérait qu'elle avait un collègue qui était éducateur à Créteil. Et c'est comme ça que j'ai commencé le rugby. Alors, ça n'a pas été simple parce que mon père, il voulait pas du tout. Parce que lui, c'était un footballeur et lui, il avait une image du rugby où c'était hyper violent, les mecs se marchaient dessus, enfin, ce qu'il lui avait vu à la télé. Donc, c'était les années 70-80. Donc, j'ai vu quelques vidéos, donc je peux comprendre. Donc, ouais, il était pas trop pour. Et en fait, il a vu qu'il était venu une, deux fois me voir. Il a vu que je m'éclatais. Donc, du coup, ça c'est passé, quoi. Et là, tu as compris vite que c'était le sport pour toi. Combien de temps tu passes à Créteil avant de rejoindre le club formateur de Massy? J'ai fait 10 ans. J'ai fait 10 ans à Créteil. Et vraiment, enfin, je me suis régalé. Ça a été 10 années. Je pense que ça a été mes 10 meilleures années de rugby. Parce que, aller de 5 à 15, tu ne réfléchis pas à tout ce qu'il peut y avoir après, quoi. C'est-à-dire, il y a pas encore les sélections de jeunes, etc. Tu penses juste à t'amuser, à te régaler avec tes copains. Et moi, c'était le cas. On avait une belle génération. On arrivait un peu à matcher avec des grosses équipes d'Île-de-France comme le PUC, le Stade français, Massy, le Racing. Donc, c'était vachement intéressant. Même les copains que j'ai pu garder de l'époque ou les éducateurs, voilà, j'ai toujours un très bon souvenir de Créteil. Ouais. Et donc là, il y a cette période d'insouciance qui se termine un peu quand tu décides de rejoindre Massy, donc à 15 ans. Là, tu comprends que ça devient sérieux. Est-ce qu'à ce moment-là, parce que même si, il y a les premières sélections qui démarrent, tu dois sentir quand même que tu es plutôt au-dessus. Est-ce qu'en allant à Massy, tu te projettes en te disant que le rugby fera partie de ta vie et tu rentres dans une dimension un peu professionnelle de la chose? Ben, totalement, parce que en fait, mon départ aussi de Créteil à Massy, ça a coïncidé au fait que je rentrais au sport-études à la Canal, au Pôle Espoir. Et je me souviens que c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais faire quelque chose, essayer de faire quelque chose dans le rugby, parce que je me souviens, il y avait cette première soirée à l'internat où bah, les anciens nous demandent de nous présenter. Et donc chacun se présente et et moi, ce que personne n'osait vraiment dire pourquoi il était là. Et, euh, et moi, dessus, j'ai annoncé la couleur. J'ai dit, bah, moi, je suis là pour devenir professionnel. Et ils m'avaient tous regardé, l'air de dire, ouais, bon, ok, si j'étais le seul à avoir dit ça. Et donc, j'ai fait en sorte bah, de pouvoir réaliser mon rêve. Et après, à partir de là, je pense que tout s'est enchaîné assez vite. Parce que je reste en fait qu'un an à la Canal et je bascule. Je suis surclassé pour aller à Marcoussis. Et, euh, et c'est là que voilà, bah, toute la filière FFR a commencé. Et oui, donc il y a cette filière qui joue son rôle, puisque tu joues très vite en équipe Unamassi en Fédéral 1 à l'époque, troisième division. Ouais. Et puis là, il y a cette première sélection en équipe de France, après avoir été surclassé avec les équipes jeunes. J'ai été appelé, mais je ne suis pas parti parce que je me suis blessé.
Je me suis blessé en match de barrage avec Massy. Et en fait, le lendemain, moi je joue le dimanche et je m'en souviens parce que pour un match de barrage Fédéral 1 qui est des caméras, je comprenais pas trop en fait. Et je voyais qu'il me suivait à l'échauffement. Bon, c'est bizarre. Bon, ok. Et moi, j'étais assez naïf, donc je comprenais pas trop ce qui se passait. Et surtout, on m'avait rien dit avant, quoi. Et en fait, donc malheureusement, je me blesse sur le match, je me blesse au genou. Et le lundi, ben, comme tous les lundis, lundi matin, je rentre à Marcoussis. En fait, je vois les gens catastrophés, mais je comprends pas pourquoi. Il me dit, ça va aller, t'es sûr? Et tout. Je sais pas, là j'ai mal, je sais pas ce que j'ai. Pas passé l'examen. Et en fait, je vais pour aller voir, faire le checking avec le médecin. Et là, il y a Bernard Laporte et Joe Mazot qui sortent sur le balcon, qui me demandent ce que j'ai. Bon, moi, un peu étonné qu'ils me demandent. Mais bon, même si j'avais fait quelques oppositions avec les moins de 19 ans contre le 15 de France, bon, on se connaissait, mais de loin, quoi. De là à demander des nouvelles. Et je leur dis, bon, bah, ouais, je me suis fait mal au genou, je sais pas trop. Et donc, ils me demandent de monter. Donc, je monte, je suis bon, ok, très, très, très sympa. C'est là qu'il me dit, ben, j'espère que c'est pas trop grave, soigne-toi bien parce que tu pars avec nous. Bon, ouais, ou parce que ça m'a un peu dans un état de choc parce que je savais pas, enfin, je savais de quoi il parlait, mais en même temps, je me suis dit, non, c'est une blague. Je sais pas, ils veulent m'emmener pour aller observer, j'en sais rien, comme un stage immersion en troisième, je sais pas moi. En fait, non, c'était parce que cette année-là, c'était la Coupe du Monde et qu'ils ont envoyé une équipe vachement remaniée en Nouvelle-Zélande. Donc après, je passe les examens et ils me disent que c'est cuit, que je serai pas rétabli pour la tournée. Donc, obligé de déclarer forfait. Mais c'est là que oui, on a vraiment commencé un peu à parler de moi. Donc ça, c'est ton premier rendez-vous du coup manqué avec le 15 de France, à peine Voilà. 18 ans, première sélection. Là, tu rejoins le Stade français à cette intersaison-là, Ouais. avec une équipe monstrueuse, championne de France en titre, avec de très grands joueurs. Là, tu rentres dans le bain tout de suite du haut niveau. Tu vas jouer pas mal cette saison-là Ouais. en top 14. Et puis là, vraiment, il y a cette découverte avec le très haut niveau. Et tu retrouves l'équipe de France quand alors? Alors, la première année, quand j'arrive au Stade français, c'est vrai que c'était juste un truc de fou, quoi, parce que j'ai joué avec. Je rencontrais beaucoup de personnes que j'avais en poster à l'internat, quoi. Donc, de pouvoir les côtoyer au jour le jour, que ce soit bah, Christophe Dominici, Sylvain Marconnet, ces grands joueurs du Stade français, c'était quelque chose. Ben, là aussi, je me suis dit, bon, ben, si je suis là, c'est pas pour rien, donc autant essayer de jouer ma carte à fond. Et j'ai eu la chance que Fabien Galtier me fasse confiance et que me fasse jouer pas mal de matchs cette première saison-là. Donc ça a été, j'étais un peu frustré parce que j'ai loupé les phases finales parce que je devais aller en Coupe du Monde avec les moins de 20. Donc j'étais un petit peu frustré, même si j'étais très content de faire la Coupe du Monde avec mes potes. En plus, c'était la dernière pour notre génération, mais j'aurais aimé goûter ces phases finales-là pour ma première année. En fait, l'année suivante, je suis appelé sur le tournoi Destination. Il y a une blessure. Et là, Maxime, c'est pareil, Maxime Mermoz, je crois, qui se voilà, blesse. Tu il y a une remplaces Maxime blessure. Mermoz. Exact, ouais, il y a une blessure. Et là, mais là, pareil, j'ai failli louper le rendez-vous parce que à la base, donc je m'entraîne et je devais avoir cours après. J'ai dit, bon, flemme, je suis fatigué, donc je me dis, bon, allez, je vais sécher. Et là, je vois mon téléphone sonner, un numéro que je connais pas. Je me dis, ouh là là là, ça a bardé, donc je fais l'autruche, je réponds pas. Là, il y a Max Boisini qui m'appelle. Je suis, ouh là, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Et là, il y a Christophe Dominici qui m'appelle. Je suis ouf. Donc là, C'est je du suis sérieux. mort.
Ouais, ouais, je me dis, non, mais pour moi, c'était par rapport au cours. Donc, je me dis, et au final, je rappelle Christophe et je lui dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, ouais, non, mais en fait, tu comprends les cours. Il me dit, non, mais je m'en fous de tes cours. Euh, Là, il y a Jo Mazo qui essaie de t'appeler. Il faut que tu ailles à Marcoussis. T'as appelé en équipe de France. Et là, je suis ouais, ok. Pareil que la première fois, quoi. Je dis, ok, bon, ok, qu'est-ce que je dois faire? Ok, bon, bah, je prends un taxi. Et donc là, je me souviens avoir envoyé un message ou appelé Sylvain Marconnet qui y était. Et je lui dis, mais je fais quoi? Je prends quoi dans mon sac? Bah, il dit, déjà, prends tes crampons, ce serait pas mal. Et, et prends quelques affaires. Donc, c'est comme ça voilà, que j'étais appelé en équipe de France. Donc, taxi, arrivé à Marcoussis. Et je découvrais, même si je connaissais Marcoussis, parce que j'y ai passé 2 ans, ah bah, j'ai découvert l'aile du 15 de France. Nous, on était forcément interdits. On disait, bah, on rêvait tous de passer cette porte-là. Et le fait de la passer, c'était juste ouf, quoi. Ouais, alors c'est à la fois une forme de consécration et puis une aventure qui démarre et une aventure à construire. Alors, Mathieu Bastaro, on est ensemble pour la voix des légendes du rugby, ce nouveau rendez-vous sur Sud Radio. Alors, on revient sur une carrière, je le répète, atypique et très riche. Et tu parles de ton rapport à l'équipe de France. On y reviendra un peu plus en longueur, mais c'est vrai que il est particulier, à la fois heureux et douloureux. Peut-être que tu nous diras ce que tu en penses, parce que c'est des allers-retours, beaucoup, Mm. avec des blessures, avec des faits de vie aussi. On va passer assez rapidement, mais on est quand même obligé de reparler de l'épisode de la tournée 2009 et puis le sujet en Nouvelle-Zélande qui t'a beaucoup marqué. Je ne veux pas revenir sur l'épisode, tout le monde le connaît, mais j'ai une question que j'ai envie de te poser, c'est le Mathieu Bastaro d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait au Mathieu Bastaro de 21 ans, un peu insouciant, euh, Ouh. aujourd'hui, dans la même Euh, situation? dans la même situation, je pense que je dirais de faire confiance aux personnes qui sont autour de toi, de ne pas t'isoler. Et ouais, c'est ce que je leur aurais dit, oui. Oui, c'est que, Tu faisais pas confiance? ouais, non, 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 c'est que pour moi, c'est pas que je faisais pas confiance, c'est que, pour, en fait, j'ai toujours eu cette peur de décevoir, en fait. J'ai toujours eu ça durant toute ma carrière. J'ai jamais aimé décevoir les gens et là, je savais que j'allais décevoir le staff et forcément, je pense que si je leur avais parlé droit dans les yeux, ça se serait mieux passé et on aurait pu, je pense, gérer ça d'une meilleure manière. Ouais. Ouais, parce que le retour est hyper violent. Je pense que tu n'avais pas du tout mesuré la médiatisation et puis l'ampleur qu'allait prendre cette affaire-là. Donc, tu es hospitalisé suite à ça. Est-ce que là, c'est un vrai moment de charnière de ta carrière où quelque part, tu rentres dans l'âge adulte et Euh, l'insouciance est finie? Ouais, ouais, totalement. En fait, j'y rentre brutalement, mais ouais, mais je pense qu'il y a eu un tournant même dans ma façon de voir le rugby professionnel, de voir les gens, ma relation avec la presse, les médias, tout ça, ça a beaucoup, ouais, ça a beaucoup changé. Mais je pense que la chose qui a beaucoup plus changé, on va dire, mon amour pour le rugby. Je pense qu'après, j'ai été différent. Pas que je dirais pas, c'est pas que j'aimais moins le rugby, mais je l'aimais différemment. Voilà. Ben, Parce que, je ne sais pas si je mets les bons mots sur ce que tu veux dire, mais je pense que quand tu le vis avec insouciance, tout est du plaisir. Et quand tu comprends que la ouais, chose est sérieuse, il y a forcément un recul qui s'installe. On calcule plus, on est dans l'analyse et forcément la spontanéité se perd exactement. un peu. Ouais, c'est exactement ça. Parce que enfin, ce que j'aimais dire, c'est qu'avant, j'avais l'impression d'être dans le monde un peu des bisounours. Parce que, comme je dis, ça arrivait très vite, en l'espace de 2 ans, 3 ans, je passe de Massy à l'équipe de France.
Et forcément, de jouer contre des Yannick Josion, de voir des mecs que je badais tout simplement à la télé, en fait, t'as des étoiles dans les yeux tout le temps, quoi. Et forcément, ça te fait vite redescendre sur Terre, ouais, c'est clair. Et en même temps, ça te fait basculer dans l'âge adulte, ouais. Il y a quasiment 3 ans sans sélection. Mhm. Et puis finalement, le plaisir, j'imagine, que tu prenais plus en bleu, tu le retrouves au RCT, où là, vraiment, vous vous retrouvez dans une aventure collective assez unique. Ouais, moi, je pense que aussi, euh, je pense que dans ma façon de vivre à cette période-là, de voir les choses, il fallait que je change d'air. Il fallait que je quitte, il fallait que je me mette en danger, que je quitte Paris, parce que pour moi, c'était la facilité, dans le sens où je suis parisien. Dès que ça allait pas, ben, j'allais voir maman, papa. J'avais mes amis ou ceux que je pensais mes amis, les fameux qui mettent des tapes derrière les épaules et qui sont plus là quand ça va pas. Non, je voyais que je prenais, que justement, cette colère-là elle devenait trop présente et je prenais pas du tout de plaisir. Je venais aux entraînements, je venais, comme je disais, je venais pointer, quoi. Enfin, je prenais zéro plaisir et le problème, c'est que moi, ça se voit. C'est-à-dire que après, euh, comment dire, ça se voit sur mon physique. Je m'entraîne pas correctement, je fais pas attention, je me laisse aller. Et donc, ces 3 ans-là de disette, pour moi, c'était normal. Même si au début, on essaie de se persuader en se disant, on se ment à soi-même en se disant, ouais, mais c'est parce qu'il m'aime pas, c'est parce que si. Non, non, la vérité, c'est que je le méritais pas, que j'étais pas prêt à y aller. Il y avait des joueurs meilleurs que moi et beaucoup plus préparés. Donc, je décide de partir de Paris et j'arrive à Toulon avec un nouveau challenge, avec une petite année quand même d'adaptation. Et c'est là après que je fais un bon début de saison et que je retrouve l'équipe de France pour le tournoi 2013. Ouais, puis, quelque part, ça va avec le plaisir qu'on sent que tu prends à Toulon, avec une équipe, je le disais, assez incroyable de Galactique, de joueurs, quelque part, pour bon nombre d'entre eux, revanchards comme toi, qu'on disait Mm. un peu mort pour le rugby. Et ça fait partie des coups de génie de Mourad Boudjelal et de la qualité de management de Bernard Laporte, parce que réussir à mettre toutes ces individualités, toutes ces nationalités dans le projet commun, parce que tu le sais mieux que moi, gagner une fois, ça se fait. Mais ce que vous avez fait avec Toulon dans la durée, avec ce niveau d'exigence, c'était quand même exceptionnel. Avec le recul, bon, Toulon, on y reviendra, ça fait partie de ta vie aujourd'hui, mais c'est quand même une aventure particulière, tout ça. Ah oui, enfin, c'était vraiment exceptionnel. Je pense, oui, ce qu'a réussi à créer Mourad en recrutant ses joueurs et Bernard en nous manageant. Enfin, faut leur tirer un chapeau parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de joueurs d'horizons différents, des champions du monde, des mecs qui avaient déjà tout gagné, dont on pouvait croire qu'ils venaient en pré-retraite ou en retraite sur la rade. Et en fait, non, on arrive à créer quelque chose. On décide tout simplement voilà, de ne pas être juste de passage. C'est ce que Bernard nous disait beaucoup. Il disait des joueurs qui passent dans les clubs, il y en a énormément, mais des joueurs qui marquent le club, il n'y en a pas beaucoup. On avait le potentiel de le faire. Il tenait qu'à nous de pouvoir le faire. Et c'est vrai qu'avec cette équipe, c'était assez exceptionnel. Alors, au-delà des grands noms qu'on avait, c'est surtout on était vraiment une bande de potes, quoi. Ah, De toute façon. c'est ce qui se ressentait et c'est ce Ouais, qu'on on voit était encore vraiment. aujourd'hui dans le plaisir que vous avez à vous retrouver. Oui, oui, oui. Après, dans la façon dont tous ces joueurs-là parlent de Toulon, de leur rapport Oui, au club. oui. Oui, après, oui. Enfin, ce qu'on a vécu, c'était sur toutes ces années, c'était vraiment exceptionnel, quoi. C'était vraiment exceptionnel. Ce qui était pour moi exceptionnel, c'est que on a cohabité, mais d'une façon mais rare, parce que
je peux prendre la comparaison avec le foot. Si tu mets autant d'ego, autant de joueurs avec de tels palmarès dans un vestiaire, je suis pas sûr que ça tienne. Nous, Ça peut il y a tenir jamais. peut-être un an, mais dans la durée, Ouais, ouais, voilà. ouais, c'est compliqué. Nous, il n'y avait jamais de problème, d'ego ou de ces choses-là. On venait, on passait, on s'entraînait, on prenait du plaisir, on allait jouer, on se déplaçait tous ensemble. Enfin, voilà, c'était vraiment, vraiment des très belles années pour tout le monde et pour moi. Là, en parallèle, alors, à l'époque de laquelle on parle en ce moment, tu es finalement assez jeune, tu as 26, 27 ans. Est-ce que tu considères que c'est l'apogée de ta carrière? Parce qu'ensuite, il y a encore de belles aventures. Tu découvres le capitanat avec l'équipe de France, mais tu rentres dans une période en équipe de France compliquée, avec une équipe en difficulté, des résultats en dents de scie. Donc, quelque part, est-ce que c'est vraiment cette fin d'aventure et ce triplé en Coupe d'Europe avec Toulon qui représente avec le recul l'apogée de ta carrière ou ça a continué après, malgré tout en bleu, malgré des résultats un peu compliqués? Oh, moi, je pense que j'ai eu entre guillemets, des cycles, on va dire. Je pense que oui, 2014, ça a été le doublé top 14 Coupe d'Europe, ça a été, je pense que ça a été l'apogée. Surtout que tout le monde disait que c'était impossible qu'on le réalise. On avait échoué deux fois en 2012 et 2013. Et là, de pouvoir le faire, c'était juste énorme. Euh, après, oui, après, après, c'est vrai que ça contrastait avec l'équipe de France où, bah, en club, je pense qu'à Toulon, à Clermont, ou d'autres clubs, tous les internationaux, ou même à Toulouse, ils rayonnaient avec leur équipe de club. Et c'était beaucoup plus compliqué en équipe de France parce que euh, je pense que, honnêtement, le climat était compliqué parce qu'il y avait énormément de pression, il y avait énormément de turnover au niveau des joueurs, donc difficile de créer quelque chose en esprit ou un groupe France à l'image de ce qu'ils ont pu faire là sur ces 4 dernières années avec Fabien Galtier. Donc, tu arrivais en sélection, mais il y avait un peu la boule au ventre. Alors, c'était toujours, enfin moi j'ai toujours pris ça, je suis toujours très content et très fier de pouvoir aller en équipe de France. Mais bon, tu jouais, mais tu savais que bon, si tu faisais un match moyen ou tu n'étais pas dedans, un match mauvais, le week-end suivant, tu rentrais chez toi. Donc ça rajoutait encore plus de pression et là c'est de la pression négative, c'est-à-dire que tu as peur de faire des choses c'était un peu compliqué. Et quand c'est comme ça, en fait, quand tu as peur pour toi, ben, tu deviens égoïste et c'est difficile de créer une équipe à ce moment-là. C'est assez antinomique avec ce qu'est le rugby, en effet. Ouais. Mais Ouais. donc, Mathieu Bastaro, on revient sur cette carrière très riche. Donc, ces moments avec l'équipe de France, en dents de scie. Et puis, on a parlé en parallèle de cette carrière en club au RCT. Ensuite, tu décides de te fixer un nouveau challenge au Loup. On va passer assez rapidement sur l'épisode Loup, puisqu'ensuite, il y a cette période de Covid. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est l'après-Covid et ton retour. Donc, tu décides juste avant le Covid de partir tenter une expérience aux États-Unis. Juste avant, tu annonces ta fin de carrière internationale après ta non-sélection pour la Coupe du Monde de 2019. Donc ça, dans ta tête, tu fermes le livre 15 de France pour te projeter sur ce qui te paraissait être une dernière aventure à vivre aux États-Unis. Non, 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 j'étais pas. En fait, les gens l'ont interprété comme ça parce que c'est vrai que ça semblait bizarre que je parte loin comme ça, mais non, moi, c'était juste. En fait, je voulais faire un. J'avais toujours dit que j'aimerais partir au moins une fois à l'étranger. Et j'avais envie un peu de voir autre chose. J'avais eu la possibilité d'aller en Afrique du Sud aux Sharks, mais ça s'est pas fait au dernier moment. Et donc, du coup,
moi, enfin, j'avais déjà annoncé à Mourad que je serais pas l'année prochaine. Donc, il a fallu, entre guillemets, trouver un plan B. Et là, il y a eu la proposition de New York et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas moi qui fais toujours des choses qu'on n'attend pas, pourquoi pas, surtout voilà, bah, la ville, le cadre, un nouveau championnat qui se développe, pourquoi pas tenter une expérience là-bas. Et c'est comme ça que j'ai décidé de rejoindre New York. Ouais, Et donc, assez vite, le Covid arrive. ouais pas de chance, pas de chance parce que je crois après 5 journées de championnat, je crois, 5 journées de championnat, bon, on nous annonce que le championnat était définitivement arrêté pour cause de Covid. Donc, bah, forcément déçu parce que j'aurais aimé aller au bout de l'expérience, mais d'un autre côté, content parce que, enfin, content de rentrer en France parce que euh, Tu venais d'être papa. je venais d'être papa. Alors, même s'il il m'avait suivi aux États-Unis, mais, je sentais que il me manquait quelque chose. Et enfin, j'avais la tête ailleurs. J'avais la tête ailleurs parce que j'étais toujours assez frustré et triste de ne pas avoir fait la Coupe du Monde. Donc, j'avais un peu l'impression que j'étais parti pour me cacher. Donc, finalement, quand il y a eu l'opportunité bah, de revenir en, en France, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Et là, il y a cette aventure au Loup qui a commencé. Ouais, Donc, l'aventure au loup démarre et puis tu te blesses assez gravement. ouais, malheureusement, ouais. On est nombreux à penser à ce moment-là que ta carrière est terminée. On est nombreux à être malheureux parce que tu fais partie de ces grands joueurs pour lesquels on a envie d'une fin à la hauteur de la carrière que tu as eue. Et puis, suite à ça, il y a une dernière aventure au RCT. J'en avais parlé sur Sud Radio l'année dernière. J'avais trouvé le geste assez magnifique de la part du RCT. Je ne sais pas si tu veux nous en dire un mot parce que c'était un vrai pari. Et là, je trouvais que c'était un message fort d'un club qui était en reconstruction sur l'après Mourad Boudjelal, de renouer avec son histoire récente. Comment tu l'as vécu, toi, cette main tendue du RCT? Comment ça s'est fait? C'est vrai que en plus c'était une blessure à Mayol. Bah, moi le premier, hein, je pensais que c'était terminé. Mais pareil, je me disais bon, est-ce qu'il y a est-ce que j'ai déjà première question, est-ce que j'ai envie de le faire? Et si je le fais, ce sera un long chemin. Est-ce que j'ai envie de faire ce chemin-là? Et puis assez naturellement, en fait, il y avait des signes qui montraient que j'avais envie. Donc là, il y a aussi le fait que Pierre Mignoni rejoigne Toulon. Donc ça a aussi facilité les choses. Et il m'a dit, écoute, la porte est ouverte. On te met à disposition le staff médical, le centre d'entraînement, les préparateurs physiques. Et ben, si les voyants sont ouverts, on te garde une place. Donc, le fait d'avoir un objectif comme ça, surtout à Toulon, que j'ai toujours regretté d'avoir coupé, je me disais, bon, ben, allez, feu. Et donc, ça s'est fait comme ça. Je pense que ça a été le plus grand et le plus beau challenge de ma carrière parce que personne, et même moi au départ, je n'ai pas très cher de ma peau sur ce pari-là. Et Mathieu Bastaro, peut-être au-delà du plus beau challenge, le plus beau cadeau, parce qu'on sait que la fin de carrière sportive, c'est une petite mort. C'est quand même un luxe de choisir sa sortie.
Donc, tu as mis les ingrédients nécessaires pour la choisir avec cette reprise de blessure grave à un âge quand même avancé. La main tendue du RCT. Aujourd'hui, cette page qui s'est tournée de la carrière sportive, est-ce que la façon dont ça s'est passé avec le RCT te permet d'être complètement apaisé, de te dire que le livre s'est fermé comme tu voulais qu'il se ferme? Ah oui, totalement. Totalement, totalement. Parce que moi, ce que j'avais dit, c'est que je voulais arrêter ma carrière sur mes deux jambes. C'était chose faite. De pouvoir faire mon dernier match de ma carrière à Mayol, de marquer un essai en plus, parce que je ne remarque pas souvent. C'était juste fou devant ma famille, surtout devant mon fils. Et c'était moi, ça aussi, c'était ma principale source de motivation, parce que la seule fois où mon fils était venu me voir jouer, c'était la fois où je m'étais blessé à Mayol. Et ça l'avait un peu traumatisé. Du coup, pour moi, de pouvoir reprendre le rugby à Mayol et de pouvoir finir ma carrière à Mayol, c'était juste exceptionnel parce que j'ai joué pendant 9 ans. Les supporters, enfin, tout tout l'amour qu'ils ont pu me donner, que ce soit les supporters, le club, c'était juste exceptionnel. Et là, je suis juste, voilà, moi, je fais partie des privilégiés, on va dire. Je suis privilégié d'avoir pu terminer ma carrière comme je le souhaitais. En plus, avec un trophée en fin de saison, le seul qui me manquait en plus, avec, avec Toulon. Donc, non, 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 là, je suis le plus heureux des hommes. Et donc, tu as basculé sur ta nouvelle vie de l'autre côté de la barrière dans le staff, de façon complètement apaisée. Et donc, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure en riant, tu es team manager dans ce staff du RCT. Team manager, c'est celui qui a la charge de coordonner un peu la vie sportive, la partie organisationnelle. Et c'est devenu une grosse machine. Le nombre de joueurs n'a pas trop évolué depuis quelques années. Par contre, les staffs se sont étoffés. On est dans un souci du détail qui n'a plus rien à voir avec ce qui existait il y a quelques années. Est-ce que tu as été frappé, toi, en voyant Oui. l'envers du décor, de ce que ça demandait en termes d'implication pour le staff, la gestion des joueurs? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Alors, bon, je savais qu'il y avait quand même une grosse organisation derrière, mais avant vraiment de mettre les pieds là-dedans, non. Non, non. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. C'est c'est vraiment, c'est un métier prenant, mais intéressant, je trouve. Parce que justement, en plus, ben, on voit vraiment le club de l'intérieur, comment il est articulé dans les différents services, que ce soit le secteur sportif, la communication, le marketing, euh, voir les objectifs de chacun et comment, avec les objectifs de chacun, on peut essayer de travailler pour que, en gros, on ait un objectif commun. C'est-à-dire que il faut, bah, pour le sportif, c'est bien sûr gagner des titres et pour ben, tout ce qui est com, marketing, c'est justement que bah, la marque RCT, l'image du RCT soit au plus haut, comme ça pouvait l'être il y a une dizaine d'années. Donc, c'est un challenge parce que c'est un club et une équipe qui, je pense, je sais qu'on le dit chaque année, mais est en train de se reconstruire, de se refaire. Il y a des beaux projets qui sont en train de se faire, notamment au niveau de la formation et de pouvoir être aussi associé à ça. C'est vachement intéressant. Après, pour vraiment tout ce qui est logistique, rapport avec les joueurs, on va dire pour moi, c'est plus facile parce que c'est des mecs que je côtoyais encore l'année dernière, donc je les connais, eux me connaissent. Donc il y a un respect réciproque sur ça. Après, sur la partie staff, bah forcément, on arrive sur la pointe des pieds parce que
Il n'y a pas si longtemps, c'était mes entraîneurs ou, entre guillemets, mes supérieurs hiérarchiques. Donc, il faut essayer de casser ce rapport pour se sentir à l'aise et pour après pouvoir avoir des initiatives qui sont importantes à mon poste parce que je fais aussi le liant entre le staff et les joueurs. Et forcément, si on veut aller chercher un titre, il faut créer quelque chose, un groupe, une unité. Donc, donc ouais, c'est un gros taf, mais j'aime ce que je fais, j'aime être au cœur de tout ça. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. Ouais, puis je pense que tu as un rapport quand même particulier à la transmission. On le sent, tu as pris ton rôle de capitaine très à cœur, la façon dont tu as accompagné, fait grandir les jeunes joueurs qui ont rejoint les groupes où tu as été quand tu es devenu un peu un papa. Et donc aujourd'hui, quelque part, c'est aussi un moyen pour toi de renvoyer au RCT ce que ce club t'a donné aussi. Oui. Pour moi, pour moi, c'est une preuve d'amour, comme on dit. Oui, parce que le club m'a donné énormément beaucoup beaucoup de choses, énormément d'amour, et c'était pour moi une façon, oui, c'est un juste retour des choses. Je pense que quand on vit une carrière comme ça, on en, moi, ça me semblait normal de pouvoir redonner, notamment aux jeunes, de pouvoir essayer de les accompagner, si possible, qu'ils évitent certains pièges. Euh, et ça, c'est dans un club comme Toulon, euh, c'est c'est un luxe de pouvoir faire ça. C'est un luxe de pouvoir faire ça. Il y a de très bons jeunes, on peut le voir maintenant. Il y a des jeunes comme Mathias Alagaou ou Mathéo Le Corvée qui commencent un peu à montrer le bout de leur nez et de pouvoir les accompagner. Moi, de les voir jouer, ça me fait plaisir parce que je me souviens de discussions avec eux où je leur disais d'être patient et de travailler, que ça viendrait et de voir qui prennent enfin voilà, leur envol, c'est juste chouette. Alors Mathieu Bastaro, pour la voix des légendes, dernière question. Après une très longue carrière, le livre s'est refermé sur la partie sportive. 16 ans de rugby professionnel, c'est la moitié quasiment de ta vie. Quel Ouais. regard tu portes sur ce bout de vie justement et qu'est-ce qui te rend le plus fier maintenant que tu peux te retourner de façon apaisée sur tout ça? Euh, Ce qui me rend le plus fier, c'est que je suis toujours resté moi. C'est-à-dire que avec mes qualités et mes défauts, je suis toujours resté moi-même et surtout c'est que j'ai toujours réussi à me relever des différents échecs ou mésaventures que j'ai eues. J'ai jamais rien lâché, j'ai toujours tout donné et c'est en ça que je suis le plus fier. Ouais. Écoute, c'est une belle conclusion. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter à ça. En tous les cas, on te remercie pour ton temps. C'était un bel échange Bah, sincère. merci à Et toi. puis, il ne me reste plus qu'à te remercier pour tout ce que tu as donné au rugby français, ce que tu vas continuer à apporter différemment au RCT dans la transmission pour nos jeunes et les belles valeurs qu'on essaie de défendre. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne saison. Salut Mathieu. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.